Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis Olivier Didier-Jean, le responsable pour l'Europe de l'Ouest chez Unchained Lab, et je serai votre modérateur pour ce séminaire. Nous aurons une séance de questions-réponses à la fin de la présentation. Pour poser vos questions, vous aurez à cliquer sur l'icône Q et R, questions et réponses dans la barre de navigation Zoom, en haut ou en bas de votre écran, et taper vos questions. On essaiera de répondre au plus grand nombre de questions possible. Et maintenant, je vous présente Sandra Flores, qui est l'une de nos applications spécialistes. Et aujourd'hui, Sandra va nous expliquer comment l'Oncle est une plateforme tout en un pour mesurer la stabilité des produits biologiques. Et maintenant, je passe la main à Sandra. Merci Olivier et bienvenue à tous pour votre participation à ce webinaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Onco, notre solution complète pour les études de stabilité des produits biologiques, protéines, anticorps, peptides, entre autres. Je vais vous présenter des outils efficaces pour caractériser les protéines et leur formulation, en vous montrant comment l'Onco peut vous aider à obtenir beaucoup plus d'informations avec très peu d'échantillons. Tout d'abord, un mot sur Unchained Labs. Nous sommes une jeune société créée il y a 5 ans qui a comme objectif le développement d'outils optimisés afin d'aider la recherche sur les produits biologiques. Aujourd'hui, les outils utilisés dans les laboratoires pour caractériser nos molécules biologiques sont souvent conçus pour autre chose que des produits biologiques. Ils peuvent être conçus pour des produits chimiques ou de petites molécules. Notre société se focalise sur les produits biologiques. Nous disposons d'une gamme d'instruments dédiés qui vous permettront de mieux comprendre vos produits biologiques, à la fois pour prédire l'agrégation et déterminer la taille des protéines. En plus de l'Onco, Unchained Labs dispose d'un ensemble complet de systèmes d'analyse exclusivement conçus pour les produits biologiques. Les Lunatic est un instrument UV-Vis qui ne nécessite que 2 microlitres d'échantillons par puits. Le Stanner est une combinaison unique d'UV-Vis pour la concentration de protéines et de la DLS pour la qualification de protéines. Enfin, les Anki est notre appareil de caractérisation de la stabilité qui quantifie la stabilité des protéines avec les ΔG. Les produits biologiques comme les protéines, les anticorps, les fragments d'anticorps, les vaccins ou les particules virales sont l'avenir. Mais ils sont complexes et difficiles à caractériser. Nous devons minimiser la quantité de protéines actives non repliées et d'agrégats lors de l'administration. Malheureusement, lors de la fabrication, du transport et l'administration, les médicaments protéiques thérapeutiques sont soumis à de nombreux stress. Afin d'éviter ces problèmes et différents stress sur la qualité de produits biologiques, l'essentiel est d'optimiser les différentes étapes. Nous pouvons optimiser le processus de production, la protéine elle-même et mettre au point différentes constructions afin d'améliorer intrinsèquement la stabilité ou développer une formulation optimisée. La première étape de ces processus consiste à déterminer la façon dont se dégrade la protéine. Par exemple, il peut s'agir d'un dépliage ou d'une agrégation. Parfois, nous ne savons pas du tout quel est le processus de dégradation. Cela nous conduit donc à l'Onco et sa polyvalence pour fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur les protéines. L'Onco est une plateforme multimodale tout en un pour déterminer les stabilités des produits biologiques. L'Onco combine 3 méthodes de détection pour 13 applications et vous aide à comprendre la stabilité et les comportements d'agrégation de vos protéines. Pour tester l'une de ces applications, il suffit de 9 microlitres d'échantillons et jusqu'à 48 échantillons peuvent être analysés en même temps. Ces 3 méthodes de détection sont la fluorescence sur les spectres complets, la SLS ou diffusion statique de la lumière et la DLS ou diffusion dynamique de la lumière.
L'Inco permet de voir les spectres complets de la fluorescence et vous donne ainsi la possibilité d'examiner la fluorescence intrinsèque des protéines, d'évaluer la fluorescence de la tyrosine et du tryptophane ou d'utiliser l'un des différents fluorochromes disponibles sur les marchés. Simultanément avec la fluorescence, vous pouvez utiliser la SLS pour suivre comment ces mêmes échantillons agrègent. L'Inco utilise la SLS à 2 longueurs d'onde, ce qui vous permet de détecter les petites et les grandes particules en même temps. La DLS est la troisième méthode de détection de l'Inco. C'est une technique très sensible qui vous donne des détails sur la taille et la distribution des tailles de votre protéine. Outre les données sur la taille, la DLS permet de comprendre ce qui contient votre échantillon et peut être utilisée pour vérifier la qualité de vos protéines avant de commencer une expérience. Ces 3 méthodes de détection peuvent être utilisées de manière isotherme ou par les biais d'une rampe de chaleur conçue pour stresser thermiquement les échantillons. Tout cela permet un grand nombre d'applications. Les plus populaires sont les mesures TM et TAG avec mesure de taille et polydispersité des protéines, et les KD-B22 pour évaluer la tendance à l'agrégation. Permettez-moi maintenant de vous présenter l'un des principaux atouts de l'Inco, les porte-échantillons unis. L'uni est composé d'un ensemble de 16 cuvettes en quartz qui peuvent être facilement chargées à l'aide d'une pipette. Les quartz de haute qualité procurent une grande sensibilité optique pour les données de fluorescence et de diffusion de la lumière, et les cadres en aluminium anodisé assurent un transfert de chaleur efficace. Chacun des 16 puits-dents unis permet à l'Inco de recueillir toutes les informations à partir d'un échantillon de 9 microlitres. Les unis sont fixés dans un petit cadre bleu avec un joint en silicone qui scelle les échantillons aux 2 extrémités. Comme ils sont scellés lorsqu'ils sont déposés dans l'instrument, vous n'avez pas à craindre d'évaporation de l'échantillon, même pour de longues expériences. En fonction de la protéine, vous pouvez travailler avec des concentrations aussi faibles que 50 microgrammes par millilitre à aussi élevées que 150 mg par millilitre. Et les 3 méthodes de détection d'Inco fonctionnent avec tous les produits biologiques que vous pourriez vouloir tester. Anticorps thérapeutiques, peptides, enzymes, particules de type viral et bien d'autres protéines. L'Inco peut mesurer jusqu'à 3 unis à la fois, ce qui signifie que vous pouvez analyser de 1 à 48 échantillons pour chaque expérience. Voici un aperçu de comment les 3 méthodes de détection rendent les applications possibles sur l'Inco. En utilisant les 3 méthodes de détection, l'Inco donne une vue d'ensemble de la stabilité des protéines qui ne serait pas disponible en utilisant une, voire 2 de ces méthodes à la fois. Par exemple, il y a une application pour la température de fusion dans la première ligne de tableau. Avec la fluorescence à spectre complet, vous pouvez surveiller les dépliements de protéines en observant la fluorescence intrinsèque des résidus aromatiques de votre protéine, principalement les tryptophanes. Lorsqu'une rampe thermique est appliquée, les stress thermiques provoquent les dépliements de la protéine et son signal de fluorescence change. Ce type d'expérience permet d'obtenir température de fusion qui marque les passages de la protéine de l'état natif à leur dénaturation. Simultanément à cette expérience de fluorescence, vous pouvez utiliser la SLS pour surveiller comment les mêmes échantillons s'agrègent sur cette même rampe thermique et marquer la température de début d'agrégation, les TAG d'une protéine, comme on les voit dans la deuxième ligne de ce tableau. La DLS permet également de révéler la taille et la polydispersité d'une protéine. En plus, la DLS ou la SLS permet d'examiner les interactions non spécifiques des protéines avec les applications B22, G22 et KD. En bref, ces tableaux d'application montrent toutes les façons dont l'Inco permet de comprendre les comportements de stabilité et d'agrégation d'une protéine. En d'autres mots, il peut être compliqué de dire ce que vous avez devant vous si vous n'obtenez qu'une partie de l'information.
L'Anko vous permettra d'avoir une vue complète et ainsi savoir ce que vous avez devant vous. Jetons un coup d'œil sur un des outils les plus efficaces de l'Anko, à savoir sa capacité à suivre la fluorescence intrinsèque d'une protéine, simultanément avec la collecte des données SLS afin d'obtenir les informations sur les stabilités thermiques et l'agrégation de protéines en une seule expérience. Ici, nous examinons le résultat d'une expérience de rampe thermique où la fluorescence des protéines est suivie en bleu et la SLS en vert lorsque la température augmente le long de l'axe des abscisses. La fluorescence montre le dépliement de cette protéine et les caractérise avec des températures de fusion Tm1 et Tm2. Les données SLS en vert montrent les comportements d'agrégation de la protéine et indiquent la température lorsque l'agrégation commence. C'est le TAG. Les algorithmes de logiciel suivent notre approche analyse de zéro clic et attribuent automatiquement les valeurs TM et TAG. Ensemble, ces deux outils d'analyse protéique qui sont la fluorescence intrinsèque et la SLS vous permettent de comprendre comment se déroule le dépliement et l'agrégation en réponse à un stress thermique. Au cours de la rampe thermique, l'Anko va exciter et lire la fluorescence sur un spectre complet pour chaque échantillon de protéines à de nombreuses températures. Chaque ligne de ces graphiques est une lecture de la fluorescence d'une protéine excitée avec un laser de 266 nanomètres, en commençant par une lecture de la fluorescence à 15 degrés et en allant jusqu'à 95 degrés. Vous pouvez voir en suivant les courbes de haut en bas comment elles se déplacent vers la droite du graphique. Ce sont les longueurs d'onde plus longues. Ce phénomène est appelé redshift et se produit parce que la protéine se déplie. Les résidus de tryptophane dans des poches hydrophobes ont une émission de fluorescence variable, car avec les changements de température et le dépliement de la protéine, il passe d'un environnement hydrophobe à un environnement aqueux. Pour les protéines sans tryptophane, l'Anko dispose également d'un laser à 473 nanomètres qui peut être utilisé avec les colorants orange cipro pour exciter la fluorescence et déterminer les dépliages. C'est donc possible d'analyser des régions spécifiques de fluorescence. Par exemple, vous pouvez choisir d'utiliser l'analyse par défaut de l'Anko pour la fluorescence intrinsèque ou choisir une région différente pour examiner les signaux d'un fluorophore, et c'est sur un même échantillon. Cela ajoute toute une gamme d'outils pour comprendre les stabilités et les comportements des protéines. Ici, on examine les spectres d'émission de fluorescence au début et à la fin d'une rampe thermique pour plusieurs protéines différentes. En haut à gauche, la protéine montre en schéma classique, redshift, des décalages vers les longueurs plus longues. Mais on ne sait jamais comment chaque protéine se comportera avant de l'avoir testée. Certaines protéines se déplacent vers les longueurs d'onde plus courtes à gauche, aussi appelées blue shift, tandis que d'autres peuvent diminuer leur fluorescence sans décalage. Avec cette façon de recueillir la fluorescence sur tous les spectres, vous disposez de toutes les données et n'avez pas à vous soucier de comportements inattendus de protéines. Certains systèmes n'utilisent qu'un rapport entre deux longueurs d'onde. Malheureusement, cela suppose qu'il y a toujours un décalage vers les longueurs plus longues, le redshift, pendant les dépliements, ce qui n'est pas toujours le cas. L'Anko permet une flexibilité d'analyse. Vous disposez ainsi des informations sur l'ensemble du spectre et 4 méthodes pour les analyser. La méthode d'analyse que nous recommandons rapporte la moyenne barycentrique, le BCM, indiquée en haut à gauche. Il s'agit de la longueur d'onde qui divise uniformément l'air sur la courbe comme une sorte de centre de masse spectrale. Nous avons constaté que cette méthode d'analyse est la moins sensible au bruit de fond, puisqu'elle intègre une large gamme de spectres de fluorescence. Vous pouvez facilement passer d'une méthode à l'autre, les tout calculés automatiquement par les logiciels. Ici, nous examinons de plus près l'utilisation des SLS pour détecter l'agrégation pendant une rampe thermique.
L'augmentation de la diffusion du laser à 266 nanomètres nous donne des informations sur la température où les petits agrégats commencent à se former. C'est ce que nous appelons les TAG 266. De même, étant donné que les longueurs d'onde plus longues diffusent lors de l'impact des particules plus grandes, la SLS utilisant les lasers à 473 nanomètres nous donne des informations sur les moments où de plus grands agrégats commencent à se former, ou les TAG 473. Le fait de disposer d'informations provenant de deux lasers en même temps vous donne une meilleure sensibilité, une meilleure plage de détection qu'avec un seul des deux lasers. Une seule expérience de TM-TAG avec DLS fournit jusqu'à 8 données avec seulement 9 microlitres d'échantillons par puits. La fluorescence à spectre complet pour chaque point de température permet une analyse et une détermination flexible de données à la fois pour les TM et les débuts de dépliement, les taux 7. Les données SLS de deux lasers fournissent des informations sur l'agrégation. La SLS 266 nanomètres a une plus grande sensibilité et permet la détection d'agrégats à des concentrations plus faibles. La SLS à 473 nanomètres étend la gamme dynamique et peut mesurer l'agrégation à des concentrations plus élevées des échantillons. La mesure de LS fournit des données sur la taille et la distribution aux températures initiales et finales, ainsi que sur la polydispersité de l'échantillon, ce qui donne à la base des informations sur la qualité de l'échantillon et la mesure d'homogénéité de l'échantillon à ces deux températures. Lorsque vous travaillez à l'optimisation de formulation, les TM, les TAG et la taille vous en disent long sur vos protéines. Mais l'ENCO vous offre un autre ensemble d'informations pour examiner la façon dont vos protéines interagissent dans vos formulations. L'effet d'avoir à la fois la DLS et la SLS dans un seul système permet à l'ENCO de générer des données B22, aussi appelées Second Virial Coefficient, et KD, aussi appelées les Diffusion Interaction Parameters, et ainsi prédire la façon dont vos protéines interagissent entre elles. En examinant les données DLS ou SLS sur une gamme de concentrations de protéines, vous pouvez voir si vos données de diffusion de la lumière ont tendance à augmenter ou à diminuer, ce qui indique des interactions croissantes entre vos protéines, qu'elles soient attractives ou répulsives. Si les valeurs P22 ou KD sont positives, elles indiquent des interactions protéine-protéine répulsives. Si elles sont négatives, elles indiquent des interactions protéine-protéine attractives. Il est important de faire attention aux interactions protéine-protéine attractives car elles pourraient indiquer que votre protéine risque d'agréger. Sur cette diapositive, nous voyons des résultats B22 pour un anticorps monoclonal avec 4 formulations différentes. Dans ces cas, la formulation de base et la formulation avec les saccharoses montrent de bonnes performances et présentent de fortes pentes positives, indiquant que les interactions protéine-protéine répulsives sont privilégiées. En revanche, l'ajout d'arginine ou de sel à la formulation entraîne des pentes beaucoup plus faibles et indique des interactions non spécifiques. Voilà pourquoi l'ENCO est mon outil de caractérisation de protéines préférées. C'est un instrument multimodal unique pour caractériser les protéines. Il permet de nombreuses applications et génère des informations sur les spécificités de votre protéine, tant pour sa stabilité conformationnelle que colloïdale. Il est important de noter que l'ENCO peut faire cela avec des volumes d'échantillons très faibles et peut combiner efficacement différentes mesures de détection en une seule expérience. De plus, vous pouvez ajouter des caractérisations supplémentaires en utilisant les applications spécifiques pour la viscosité, la stabilité isotherme ou les ΔG. Nous avons vu qu'Elanco a beaucoup d'atouts et qu'il est l'outil idéal pour vos recherches biologiques. Mais vous pouvez encore vous demander, est-il capable de faire autre chose? J'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle application récemment ajoutée à Elanco pour l'étude des stabilités des capsides de virus adéno-associés, les AAV. Au début de ce mois, nous avons lancé l'application AAV Capsid Stability sur les nouvelles Elanco afin de faciliter encore plus les méthodes de caractérisation biophysique.
Cette application sera disponible pour tous les nouveaux Anko, un outil conçu pour faciliter les mesures des stabilités virales. Cette nouvelle application permet d'examiner à la fois la stabilité de la capside et la libération de l'ADN. Pour la stabilité de la capside, nous surveillons les changements de la fluorescence intrinsèque des protéines de la capside. Lorsque les échantillons sont chauffés, les protéines se déplient et la capside subit des perturbations. D'autre part, l'éjection du génome est surveillée par la fluorescence extrinsèque. Nous utilisons ici de CyberGold qui a une grande affinité pour les acides nucléiques et pour cela l'Anko utilise une excitation de 473 nanomètres. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur ce que l'Anko peut faire pour vous. Vous pouvez nous contacter à l'adresse info@enchainlabs.com ou envoyer directement un courriel à l'adresse sandra.flores@enchainlabs.com ou olivier.didierjean@enchainlabs.com. Si vous êtes particulièrement intéressé par la stabilité de la capside des AAV, je vous invite à participer à notre webinaire Catch Your Capsid Leaks, Uncle's Tools for AAV Stability and Characterization en anglais qui aura lieu plus tard dans la journée. Vous trouverez tous les détails dans la section Events du site www.unchainedlabs.com. Sur ce, je tiens à vous remercier de votre aimable attention et je répondrai maintenant à toutes vos questions éventuelles. Merci Sandra pour cet aperçu sur les capacités de la plateforme Uncle et comment elle peut mesurer la stabilité des produits biologiques. Il y a déjà des questions. Vous pouvez toujours en poser. Pour ça, vous utilisez la section questions-réponses Q et R dans la barre de navigation Zoom si vous désirez poser une question. Alors, Sandra, combien de temps faut-il pour une expérience TM Tag DLS? Bonne question. Tout dépendra déjà de la vitesse de la rampe thermique, bien évidemment. Les Anko permet de faire une augmentation de vitesse de 0,1 degré par minute et en allant jusqu'à 10 degrés par minute. Bien évidemment, si on choisit les temps plus élevés, ça ira plus vite. En moyenne, pour une augmentation de 0,5 degrés par minute, et si on compte 48 échantillons, donc le maximum qu'il y a qu'on peut prendre à la fois, et on veut mesurer la DLS à la température initiale et à la température finale, il faut compter environ 3h30 quand même. D'accord, merci. Autre question, de quoi ai-je besoin pour réaliser l'expérience KD B22? À la base, juste l'échantillon et un peu du tampon. En fait, pour cette expérience, il faut faire une dilution en série de l'échantillon. On recommande des concentrations en allant jusqu'à 20 mg par millilitre. Mais idéalement, on peut le faire par exemple à 10, 8, 6, 4, 2 mg par millilitre en triplicat. Et on ajoute sur un uni encore un tampon. Et comme ça, le système il va reconnaître les échantillons et va automatiquement calculer la B22 KD. Mais c'est juste l'échantillon qu'il faut en gros. D'accord. Une autre question. Quelle est l'augmentation de température recommandée pour une rampe thermique? Alors, il faut prendre en considération ici qu'à des grandes vitesses d'augmentation de température, on risque de ne pas voir les phénomènes complets. Nous, on recommande particulièrement dans notre expérience, l'idéal, c'est de rester entre 0,5 Celsius jusqu'à 1 degré Celsius par minute. Ça, c'est l'accélération de cette augmentation de température. Bien évidemment, on peut descendre encore jusqu'à 0,1, ça qui donnera plus de détails, mais que forcément fera de la rampe thermique encore plus longue. Donc, ça prendra plus de temps.
Donc, si on reste entre 0,5 et 1, on a une bonne résolution de la fluorescence et des SLS, et les données sont assez bien. Mais on peut toujours augmenter encore plus la définition ou aller plus vite en fonction du type d'expérience qu'on souhaite effectuer. OK. Merci Sandra d'avoir répondu aux questions et pour ta présentation. Donc juste pour conclure, beaucoup d'entre nous aujourd'hui travaillent à la maison. Donc si vous souhaitez avoir une conversation plus approfondie sur votre projet et comment on peut s'intégrer, comment nos instruments peuvent s'intégrer, n'hésitez pas à nous contacter. Pendant le confinement, on organise beaucoup de vidéo calls, de vidéos qui sont soit des présentations des applications orientées selon vos besoins, des démonstrations même, et aussi des tests de vos échantillons, car notre laboratoire de Ghent en Belgique est resté ouvert pendant cette période même compliquée. Voilà. Merci encore pour votre intérêt dans Unchained Lab et je vous souhaite une bonne journée.